Nous sommes le mardi 23 février 2021. Il est 11 heures. Bonjour, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons le plaisir de vous retrouver encore une fois en direct pour un échange SIAMT. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la transformation ou le changement conduit autrement. Alors, on peut mettre un point d'interrogation ou pas, libre à vous. En tout cas, nous sommes ravis d'être accompagnés par nos partenaires, Nadège Barbe, fondatrice de YouCam. Bonjour Nadège. Bonjour, merci de nous avoir invités. Donc Nadège Barbe, je suis l'ancienne cadre de la banque. J'ai passé 15 ans dans le milieu bancaire où j'ai accompagné beaucoup de transformations avant de créer YouCam pour l'aborder différemment, avec une approche plus globale, avec l'humain au cœur et surtout notre fonctionnement et le fonctionnement de notre cerveau. Parfait. Restez avec nous, Nadège. Je crois qu'on a plein de choses à vous poser comme questions et surtout de pouvoir profiter de vos conseils avisés. Nous sommes aussi entourés de Loïc Quintin de Kercadio. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, Loïc. Fondateur d'Eli Coach. Bonjour Loïc. Oui, bonjour Vin, bonjour à tous. Oui, donc je suis coach professionnel. J'accompagne en particulier les profils au potentiel, quel que soit le statut. Ils peuvent être dirigeants, managers, salariés, en recherche d'emploi, étudiants, peu importe. Et avant ça, j'ai fait pas mal de métiers. Donc le changement est quelque chose que j'ai vécu puisque j'étais informaticien. Je suis rentré au CNES, j'ai fait de la conception de centres de contrôle. Puis j'étais manager d'un service de communication externe. Je suis repassé à l'informatique et j'ai eu une transition aux achats. Voilà, histoire de ne pas trop m'ennuyer ou pas longtemps en tout cas. Quel parcours, Loïc. Vous allez nous raconter tout ça et puis surtout nous donner des conseils de coaching. Nous sommes aussi entourés de Nadège, de Caroline. Bonjour, me voyez-vous? Oui, on vous voit, mais je crois que vous avez piqué le lien de Nadège parce que vous apparaissez sous le nom de Nadège. Bonjour Caroline. Caroline Maréchal, fondatrice de Talent Easy, qui est repartie. Alors, Caroline nous précisera tout à l'heure. Je crois que vous partagez le même lien, Nadège et Caroline. J'ai essayé de lui dire qu'elle me prenait mon lien, qu'elle me met dehors en fait régulièrement. En fait, du coup, comme j'ai partagé mon mail, elle clique dessus et du coup, elle me met dehors à chaque fois. Voilà. D'accord. On était en train de présenter Caroline Maréchal. Vous pouvez peut-être m'aider, Nadège, pour compléter ma présentation. Elle est fondatrice de Talent Easy. Oui, tout à fait. Et elle vit à Singapour. Elle a également vécu en Corée du Sud. Elle a beaucoup voyagé et elle a une forte appétence pour tout ce qui est, alors pas multiculturel, Loïc, tu vas me corriger, c'est interculturel. Interculturel, merci. À chaque fois, j'écorche. Donc voilà. Et elle interviendra sur justement tout ce qui est plutôt résilience, où elle a beaucoup travaillé sur ça, sur sa vision notamment d'Asie. Parfait. Alors, justement, on parle beaucoup ces derniers temps, ces derniers mois de résilience. Mais qu'est-ce que la résilience? Est-ce qu'on peut donner déjà une petite définition sur la résilience, Nadège? La résilience, ça va être travailler sur soi pour mieux vivre le moment présent et ne pas se faire surcharger par tout ce qui se passe autour et être plus apte à mieux vivre le changement, le stress et tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, c'est aussi prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi pour remettre à la juste place. Et je vais l'évoquer et je pense que Loïc aussi, c'est remettre les choses à leur juste place. Ça fait vraiment partie de tout ce qu'on a fait en ce moment, de remettre les choses à leur place. Et un très bon exemple que je prends beaucoup, c'est en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Donc, une peur projetée devient une peur réelle. C'est un petit peu tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. Et en fait, le virus aujourd'hui, c'est un peu une peur projetée. Elle ne vient pas nous sauter dessus, alors qu'un tigre à dents de sabre, et c'était vraiment créé pour ça, le stress, et pour nous sauver. En fait, à l'origine du fonctionnement, c'est nous sauver, nous permettre de rester
envie et d'être bien. Et du coup, c'est les mécanismes qui vont avec. Donc là, on a les mêmes mécanismes, sauf qu'effectivement, il n'y a pas de tigre à dents de sable qui va nous sauter dessus. C'est très différent. Donc aujourd'hui, la résilience, c'est vivre ces moments-là aussi de manière plus sereine. Et là, je vais laisser Loïc compléter par sa vision de coach au quotidien. Merci Nadège. Alors moi, pour définir un mot, j'aime bien m'appuyer sur la définition. Donc là, je suis sur le larousse.fr. Et en psychologie, la résilience, il le caractérise par l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Donc dit autrement, il se passe un truc qui n'est pas chouette et ensuite, on apprend à faire avec, à le dépasser, à apprendre, à en tirer un enseignement et en fait à mieux vivre, justement à accepter le changement et à en faire quelque chose. Voilà comment je définirais ce terme résilience. Loïc, de mémoire, je crois que vous êtes un X qui a mal tourné, si je me trompe. Et oui, c'est-à-dire que j'ai suivi les injonctions familiales, c'est-à-dire de bien travailler à l'école et d'intégrer une grosse boîte. Ce que j'ai fait, donc l'école, c'était en intégrant Polytechnique. La grosse boîte, c'était le CNES, donc le centre spatial. Et puis finalement, j'ai voulu faire quelque chose qui me correspondait plus. Donc ça veut dire oser aussi changer, oser basculer, oser sortir de cette prison dorée qui était très agréable, mais qui ne m'épanouissait pas. Et je trouve que justement, de vivre quelque chose qui est difficile comme notre contexte actuel nous permet aussi de saisir des opportunités pour se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment. Caroline nous a rejoint du coup. Avant de passer la parole à Caroline, juste compléter Loïc, puisque vous êtes un scientifique pur, je crois que la définition de la résilience en sciences physiques, c'est l'énergie cinétique absorbée par un corps lors d'une déformation. Donc en fait, on encaisse le choc et après c'est comment transformer en fait cette énergie en une autre énergie plutôt sortante et qui permettrait un rebond. C'est ça? C'est complètement ça. En fait, le terme vient effectivement de la mécanique. Alors là, sous les yeux, pareil dans le dictionnaire Larousse, il écrit c'est une caractéristique mécanique définissant la résistance au choc d'un matériau. On est vraiment là, il se passe un choc. Donc, ça a été traduit en psychologie, un choc émotionnel, du coup, un choc psychologique. Et quelle est notre capacité à l'encaisser et quelque part à en faire quelque chose? Complètement. Parfait. Caroline. Bonjour, oui. Caroline. Bonjour. Je suis enfin avec vous. Je suis bien. C'est bon, on vous voit, on vous entend. Je vous ai présenté comme fondatrice de Talent Easy. Donc, est-ce que vous souhaitez compléter votre présentation? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, donc je pense que ça va très bien. Et s'il y a des questions, j'y répondrai au fil de l'eau. Vous avez sans doute dit que je vis à Singapour. Oui, c'est Nadège qui l'a dit. Elle a vendu la mèche, donc voilà. Mais vous allez nous faire rougir comment dire on va vous envier, parce que là, c'est clair que depuis 12 mois, c'est compliqué de se projeter en voyage à l'étranger et tout ça. Donc, vous allez vraiment nous entraîner sur une pente glissante vers la jalousie. Il ne faudrait pas. Bon, Singapour, comme le reste du monde, est également en vigilance extrême par rapport à l'épidémie que nous connaissons tous, et également les contre-coups de la crise que ça entraîne. Voilà. Et j'ai entendu parler de résilience, c'est bien cela? Vous parliez de résilience au sens mécanique. Voilà. La résilience, lorsque on en entend beaucoup parler en ce moment, effectivement, dans tous les pays, ici aussi beaucoup. Et la résilience, quand on prend sa définition psychologique, c'est la capacité à surmonter l'adversité tout en étant capable de modifier subtilement ou radicalement certains aspects de cette adversité. Et plus simplement encore, c'est la capacité à vaincre les difficultés, à changer les choses dans un état d'esprit somme toute positif. Parfait. Avant d'aller plus loin avec vous trois, un petit rappel à notre public dans la salle digitale qui nous écoute. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez un mur de chat, bien sûr. On s'est dit bonjour, voilà. Vous avez un mur de questions. N'hésitez pas à vous poser toutes vos questions. Ça vous permettrait aussi de voir vos questions. On va y répondre de façon directe ou de façon écrite.
Et puis, vous avez aussi un petit mur où on va vous faire passer quelques questionnaires pour le sondage. Le premier sondage va être « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Donc, n'hésitez pas à donner votre sentiment, votre ressenti de ce matin. Voilà. Nadège, pourquoi enfin, moi, j'aime beaucoup le terme de la résilience parce que ça nous envoie à Boris Cyrulnik, qui est le père de la résilience apparemment en France, voire même en Europe ces dernières années. Mais je préfère, comme vous d'ailleurs, qu'on parle plutôt de transformation parce que on est en train d'entrer dans une espèce de courant continu depuis quelque temps avec des vagues successives, pas uniquement que du virus. Mais comment on pourrait définir cette notion de transformation? Et qu'est-ce qu'une transformation autrement? Une transformation autrement, c'est déjà s'autoriser à penser différemment. En fait, c'est un petit peu ce que disait Loïc, et on rejoint la résilience, on va faire différemment, on va s'adapter et on va faire en sorte que ça soit mieux. Et pour ça, il faut simplement s'autoriser, oser. C'était vraiment le terme que Loïc a mis en avant et ça va être ça en fait. C'est oser se dire que ça peut se passer bien, que ça peut être différent. Et en plus, voilà, il y a des outils qui vont nous aider au quotidien. Et puis, on va aller chercher aussi des ressources en nous. On le voit depuis maintenant quelques temps. On a des ressources internes qu'on n'imaginait pas. On a une capacité d'adaptation bien supérieure à ce qu'on pensait possible. Et donc, la transformation autrement, c'est ça. C'est s'appuyer sur ce côté penser différemment et s'ouvrir et oser. Et beaucoup oser. Alors, osons. Une question. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret d'une perception de changement vécue par deux personnes différemment? Alors, un très, très bon exemple qui parle à tous, c'est le déménagement. Et du coup, voilà, on a un petit sondage, je crois, pour savoir comment les gens vivent le déménagement à titre personnel. Et ça, c'est vraiment un très bon benchmark parce que c'est très, très variable d'une personne à l'autre. On peut le vivre bien, moins bien. Ça dépend vraiment de son expérience. Et je vais donner un petit exemple très simple sur le fonctionnement du cerveau. En fait, on va prendre l'exemple d'un petit tas de sable où on fait tomber une petite goutte d'eau dessus. La première goutte d'eau va tracer un petit sillon et les suivantes vont venir renforcer ce sillon. Et la perception du déménagement, c'est plus on en fait, plus on vit quelque chose, plus ce sillon va s'accentuer et plus ça va être fort. Alors, pourquoi je dis ça? C'est ça, moi, j'ai fait à l'âge adulte entre 10 et 20 déménagements. J'ai beaucoup déménagé. Et ça s'est toujours bien passé. Donc, moi, mon sillon, il est positif. Le déménagement, c'est chouette, c'est sympa. Ça me permet de faire autre chose. C'est un nouveau départ. Ça a été souvent pour des changements de travail aussi. Donc, c'était vraiment cette notion de départ. Et du coup, il y a un côté très, très positif. Mais c'est mon expérience. C'est que la mienne. Et mon sillon s'est tracé comme ça. Après, pour d'autres personnes, ça va être plus difficile parce que c'est source de stress, c'est source d'incertitude et ça fait peur. Et finalement, c'est ça la clé, c'est comment on le vit. Et un des points qu'on retrouve en entreprise, c'est beaucoup justement dans tout ce qui est transformation. D'ailleurs, vous pouvez passer à la slide suivante. Oh, pardon, c'est moi qui va passer. Excusez-moi. Voilà. C'est vraiment, soit on est sous la main de carton, un peu, on est débordé parce qu'il faut faire tous les cartons, on va dans un nouvel appartement qu'il va falloir aménager, etc. Soit c'est chouette et on emménage, on démarre autre chose. Et en entreprise, il y a la peur d'un côté quand il y a une transformation parce qu'on ne sait pas où on va. Et pour diminuer cette peur, on va donner des réponses, on va parler vrai, on va aussi travailler sur l'incertitude. Et parler vrai, c'est un élément fondamental. Je vois Loïc qui hoche la tête, je te passe la parole parce que parler vrai, tu sais très bien en parler. Je te laisse prendre la main, je reprendrai après. Ouais. C'est vrai que le parler vrai en entreprise n'est pas toujours évident parce que parfois on incarne un rôle, c'est-à-dire le fait d'avoir des fonctions, le fait d'être manager, le fait d'être responsable de tel ou tel sujet. Et du coup, beaucoup dans les entreprises considèrent qu'ils doivent incarner ce rôle. Et donc, forcément, en fait, on porte un masque, ce qu'on peut appeler un masque social. Et quand on entretient ce masque trop longtemps, quand on le développe depuis qu'on est tout petit,
Donald Winnicott, qui était donc c'est un psychiatre, pédopsychiatre de mémoire anglais, il parlait de ce faux self. Le faux self est en fait ce que l'on construit en réponse aux attentes des autres. Les autres pouvant être les parents, pouvant être les camarades de classe, pouvant être les profs à l'école, peu importe. Et en fait, on va construire ça en pensant que nous, on doit être, par exemple, gentil, parce que l'entourage attend que l'on soit gentil. Alors qu'au fond de nous, finalement, on va tordre, en fait, on ne sera pas complètement nous-mêmes. Et je pense que l'une des clés aussi pour aller mieux, c'est de se libérer de ce faux self-là. Alors, sachant que certains faux self peuvent être utiles, hein, il existe différents degrés. Le fait d'être poli, par exemple, c'est un faux self léger qui fonctionne très bien. Et dans les faux self beaucoup plus ancrés, on peut développer des maladies psychiatriques, être schizo, paranoïaque, autre. OK. Et en fait, pour moi, dans une entreprise, on peut être soi-même. On peut parler vrai tout en incarnant en fait sa fonction et son rôle, mais sans forcément tenir son rôle. Et pour l'image que j'ai tendance à mettre là, c'est plutôt que de penser qu'on est comédien sur une scène, sur un grand théâtre où on doit forcément jouer la pièce, et de temps en temps, on peut aussi sortir, on peut s'adresser au metteur en scène, par exemple. Et c'est-à-dire avoir ces moments où on peut dire les choses en étant authentique, en étant vrai, quitte à revenir dans son rôle après, peu importe. Et voilà, s'autoriser ça. C'est un peu compliqué, non, Loïc? Parce que moi qui suis dirigeant d'entreprise, enfin d'une association, mais il paraît que je l'amène plutôt comme une entreprise du CAC 40. J'aimerais bien. C'est compliqué que les gens soient réels et puis vrais. Parce que vous avez des gens qui ne supportent pas qu'on leur dise les choses, les quatre vérités. Alors, pour moi, je distingue le fond et la forme. C'est-à-dire qu'on peut être très vrai et très juste sur le fond et en fait apprendre à poser une forme qui ne soit pas agressive, en fait, qui ne soit pas dérangeante. C'est-à-dire, même si le fond peut être vraiment dérangeant, il y a plusieurs techniques. Enfin, vous avez peut-être entendu parler de la communication non violente, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres pour en fait apprendre à dire les choses en ramenant à soi, en ramenant à sa perception, c'est-à-dire sans agresser l'autre, en disant tu es ceci, tu es cela. Ça peut être perçu comme étant très agressif et donc difficile. Donc ça s'apprend. La forme s'apprend et l'idée, c'est de s'autoriser à être juste et à être vrai sur le fond. Et Claire dans la salle nous fait la remarque et nous pose la question aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque à parler vrai lorsqu'on est tout seul dans un groupe où le masque social est obligatoire? Complètement. Alors en fait, il existe un risque à parler vrai, tout comme il existe un risque à garder son masque social. Pourquoi est-ce qu'on constate qu'il y a énormément de burn-out, qu'il y a des gens, qu'on sent qu'il y a un malaise en fait dans certaines entreprises où justement tout le monde garde son masque? Parce que être le premier à faire tomber son masque, être le premier à dire les choses, c'est difficile. Ça demande un courage et c'est effectivement une prise de risque. Oui, c'est une prise de risque. C'est aussi une capacité de dire les choses même si on n'est pas d'accord, mais de façon calme. Et ça porte un nom d'ailleurs, l'assertivité, non? Oui. C'est ça. Je continue. Donc, du coup, je repasse sur le changement. Alors là, sans lien. Enfin, sans lien. Si, il y a quand même. Je vais raconter une petite anecdote sur justement le faux self et porter un masque, qui est en lien aussi avec le changement. Il y a quelques années de ça, j'avais des réunions avec tous mes homologues, avec le big boss, etc. Et tous les vendredis, c'était la même cérémonie. Et j'aimais pas ça, justement à cause de ce jeu de masque, etc. Et en plus, j'en faisais toute une histoire. Donc, je projetais beaucoup. Donc, vraiment, cette histoire de, on projette quelque chose et on se stresse pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui potentiellement va bien se passer. Donc, j'étais en plein là-dedans. Le matin, je pars. Je suis un petit peu, alors je prenais toujours de l'avance, mais je me mettais aussi une pression par rapport au temps, en me disant, oh, si jamais il y a un problème dans les transports, on ne sait pas, on ne sait jamais. Donc, voilà. Donc j'étais assez stressée dans une idée où je me dis, oui, la réunion, comment ça va se passer, il va y avoir telle personne, etc. Donc je projetais beaucoup. Je prends mon métro à Paris, et puis donc j'étais dans mes pensées. Hop, j'entends les portes qui sonnent, et donc je sors parce que c'était ma station, comme on fait tous, et là, ma chaussure tape entre le marchepied et le bord du quai et tombe entre les deux. Donc, je me retrouve avec une seule chaussure à 30 minutes de la réunion. Et là, j'étais pas très à l'aise. Je me dis, voilà, j'ai plus qu'une chaussure. Je suis dans le couloir du métro. Qu'est-ce que je fais, en fait? Et là, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai deux possibilités.
soit je me dis que franchement, la journée, elle est pourrie, en plus, la réunion, elle va mal se passer, enfin, c'est la fin du monde, j'ai perdu ma chaussure, c'est la cata. Soit je le prends à rire, parce que là, franchement, la chaussure qui tombe entre les deux, qui est maintenant sur les quais, je la vois, enfin, qui est sur les voies, mais je ne vais pas descendre, aller la chercher. Bon, bah, j'en rigole. Et puis, voilà. Et puis, ça me fera une histoire à raconter ce soir en rentrant à la maison et c'est marrant. Donc, j'ai bien évidemment choisi la deuxième à partir du moment où j'ai pu me poser la question, en fait, de savoir comment j'allais le vivre, quel choix j'en faisais. Et coup de bol ce jour-là, j'avais quand même des ballerines dans mon sac parce que j'avais prévu d'aller au sport le soir. Donc, coup de chance, j'ai quand même mis des petites ballerines toutes légères, ce qui m'a évité de marcher pieds nus. Et j'ai été acheter parce que pieds nus à Paris dans les couloirs du métro, c'est à côté pas sympa. Et du coup, j'ai été racheter ma paire de chaussures. La réunion s'est très bien passée. Et en fait, c'est à ce moment-là, et c'est vraiment ça en fait que j'aime démontrer, c'est qu'on peut aussi choisir. Alors ça se travaille effectivement sur ce petit quart de seconde. On se dit, ok, qu'est-ce que je fais? Maintenant que je suis là, de toute façon, je suis toute seule dans le métro avec ma petite chaussure à la main. Qu'est-ce que je fais? J'en ai plus qu'une. J'ai l'air con, mais c'est comme ça. De toute façon, voilà. Et on peut changer. Et pour moi, c'est vraiment l'un des points forts, c'est qu'on a cette capacité à réécrire. Et en fait, le petit sillon qu'on a, on peut choisir de le modifier. Donc, il y avait une question sur l'âge de l'individu, peut-il avoir une influence? Oui et non. Quand on est petit, on n'a aucun sillon, on trace tout, on invente tout. Plus on vieillit, plus il y en a. Mais derrière, on peut quand même les modifier, et notamment par les émotions, par le travail qu'on fait sur soi aussi. On peut choisir de modifier ce comportement. On peut choisir de voir les choses différemment. On a vu, Nadège, on a vu une partie des causes qui peuvent impacter la perception, la peur, l'incertitude, etc. Comment peut-on influer sur la manière de vivre un changement? C'est travail, comment dire, influer sur le changement, c'est aussi se recentrer et se poser les bonnes questions. Et il y a un côté de gestion de ce qui s'est passé, du présent et du futur. Et Loïc va nous expliquer justement comment on peut travailler là-dessus, en fait, et sur ça, et l'importance en fait du temps qui passe. En fait, quand il y a changement, il y a effectivement deux situations, on va dire. Il y a celle d'avant et celle d'après. Je simplifie volontairement. Et en fait, ce qu'on a tendance à faire, on a tendance à s'accrocher au passé. Alors là aussi, c'est culturel. Caroline nous en parlera parce que dans d'autres cultures, ça se passe différemment. En France, en tout cas, on a tendance à s'ancrer au passé. Sans doute parce qu'on a un passé un peu glorieux, que voilà, l'histoire de France est assez riche. Il y a des choses dont on peut être fier. Et en fait, quand on lâche le passé, l'idée, c'est qu'on accepte en fait ce qui s'est passé, mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix. Je vais illustrer ça avec une petite histoire que j'ai vécue dimanche. Dimanche, je me suis baladé dans un village qui s'appelle Clermont-le-Fort, c'est à 20 minutes de Toulouse, et on s'est baladé donc avec une amie au bord d'une petite rivière qui s'appelle l'Ariège. Et à un moment, on passe sur des rapides. Et elle anticipe absolument tout. Donc, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux sortir si jamais je tombe dans l'eau, dans les rapides? Donc, le truc, mais c'était sincère. Hein, elle anticipe absolument tout. Bon. Et du coup, sa conclusion, c'était, finalement, plutôt que de vouloir nager de suite à vouloir sortir exactement à l'endroit où je suis tombé, etc., la meilleure chose à faire, c'est peut-être juste de se laisser dériver, d'avoir un courant qui va être beaucoup plus calme et finalement de se laisser porter sur une berge et donc de sortir ailleurs. Et en fait, en étant hyper apaisé, hyper calme. Et souvent, c'est ça, quand on a du mal à passer un changement, c'est qu'on se bat. On se bat pour retrouver l'état d'avant, qui finalement n'existe plus. Donc, on se bat pour s'accrocher au passé. Et pour bien vivre un changement, l'idée, c'est d'accepter que le passé est passé, de chercher à se connecter au présent. En fait, c'est OK, là, maintenant, je suis là, il s'est passé un truc, très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Et quelque part, d'accueillir le futur. Et pour moi, c'est vraiment ça, ce côté temporalité, c'est d'accepter que ce qui était n'est plus. Et Caroline, vue d'Asie, alors, ça donne quoi? En fait, juste vue d'Asie, je vous donnerai un ou deux exemples après. L'Asie également a du mal à vivre les changements et les transitions. Certaines personnes ont beaucoup de mal. Ce n'est jamais facile.
En fait, ce qui se passe dans le changement, c'est qu'il y a tout un processus qui s'enclenche lorsqu'on vit un changement forcé, voulu. Il y a tout le processus de transition. Et c'est un processus qui est très important, qui se fait en 3 étapes. D'abord, la première, c'est d'accepter la fin. Et la deuxième étape, c'est de vivre dans la zone neutre. C'est une étape très importante qu'on a tendance à squeezer. Et c'est une étape extrêmement précieuse qui va conditionner la suivante, qui est d'atteindre le futur désiré, hein, de prendre le nouveau départ. Donc en Asie, j'ai vécu dans 2 pays d'Asie, d'abord en Corée du Sud, à Séoul pendant 5 ans, et maintenant à Singapour depuis un peu plus de 4 ans. Et ce que je constate, c'est qu'à la fois l'Asie, les pays d'Asie où j'ai vécu sont de tradition confucéenne, sont attachés à leur tradition et en même temps cultivent délibérément une position d'agilité par rapport aux transformations qui se sont accélérées. Nous sommes passés d'une période de changement lent, successif au fil de l'histoire, à des périodes de changement très rapides, à tel point que maintenant la littérature managériale parle même d'always on transformation era, donc la transformation perpétuelle. D'ailleurs, ça me fait penser à Alice au pays des merveilles, la scène où la Reine Rouge dit à Alice, dans ce pays-ci, pour rester à sa place, il faut courir très vite tout le temps. Et c'est exactement ça, en fait. Les pays sont tous actuellement préoccupés par cette actualisation rapide et des compétences individuelles et des compétences collectives et par le fait de devoir rester pertinent. Rester pertinent, c'est vraiment la préoccupation et l'enjeu aujourd'hui. À Singapour, par exemple, il y a un programme qui s'appelle Skills Future, qui a été enclenché il y a 5 ans, parce que c'était déjà là, hein, cette notion de devoir rester pertinent, et qui s'est intensifiée énormément ces derniers mois. Et l'accent est vraiment mis là-dessus, sur comment se préparer à ce qui arrive, et à ce qui est déjà là. Et il ne parle même plus de post-Covid, c'est Covid maintenant, en fait. C'est on vit le futur aujourd'hui. Et comment on pourrait traduire justement, comment se traduit le changement de ce point de vue-là? À Singapour? De façon globale, en Asie, en Europe, même ailleurs, parce que comment ça se concrétise, ce changement, et comment on pourrait travailler sur cette traduction, le changement? Parce que je vous ai écouté tout à l'heure, vous parliez, et c'est vraiment, en fait, l'idée, c'est d'être constamment en mode projet. C'est de pouvoir se dire que s'il faut, au vu du bilan de la journée, il faudrait que je réadapte mon projet de vie ou mes projets de sortie ou mes projets d'investissement. C'est ça que j'ai compris, Caroline? Alors, moi, ce que je vis et ce que je vois, c'est que ce qui est enclenché, c'est une démarche délibérée de changement d'état d'esprit. Donc, le fait de couper les démarches de growth mindset avec les démarches d'upskilling collectif et d'enclencher une forme de cercle vertueux ayant pour base l'idée de l'apprentissage permanent, le long life learning, LLL, l'apprentissage la vie durant, pardon, je cherchais la traduction. Et ce dynamisme se traduit dans la vie de tous les jours. Par exemple, le programme Skills Future offre à chaque personne la possibilité de se former, mais un peu à n'importe quoi aussi, si la personne le souhaite. Hein. On lui conseille de ne pas le faire, mais elle peut le faire. Donc, c'est l'idée de rester tout le temps en apprentissage, parce que le fait d'être en apprentissage permet de développer d'autres compétences, d'en acquérir de nouvelles, de se sentir mieux également. Il y a la notion de bien-être également. Ce n'est pas uniquement tourné vers le travail, c'est aussi d'être dans cette dynamique de mouvement. Voilà. Donc, être constamment en ouverture pour apprendre des choses, pour évoluer, plutôt que de se dire, moi, je suis sachant et je resterai figé dans mes 2 sabots de sachant, c'est ça? C'est ça, c'est développer un esprit de curiosité. Curiosité qui est une des composantes essentielles de l'adaptabilité avec la résilience. Je vais compléter ce qu'a dit Caroline sur ce qu'on peut faire en fait aussi en entreprise, au niveau des équipes. En fait, il y a un côté où il faut oser, et je vais vraiment insister sur ce côté-là, où en fait, il faut libérer la parole en entreprise. Il y a plein d'idées, il y a
plein de talents qui aujourd'hui n'osent pas. Et en fait, pour être en perpétuelle évolution et en perpétuelle transformation, c'est simplement s'autoriser à accepter les nouvelles idées au fur et à mesure qu'elles viennent, que les personnes osent proposer. Et on en revient à ce qu'expliquait Loïc, hein, dedans, il y a vraiment du parler vrai, en fait. Oser aussi proposer des idées et qu'elles soient accueillies en mettant les bons mots aussi, que ce soit pas balayé d'un revers de la main, mais que ce soit pris. Et dedans, je mettrais avec accepter et commencer au niveau des équipes, arriver à être d'accord, qu'on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il faut faire, mais proposer quand même. Et en fait, il y a tout ce côté-là qui va libérer en fait la parole et qui va emmener un mouvement. Parce que si on n'ose plus se dire, il y a beaucoup, finalement, dans l'entreprise, beaucoup de gens se bloquent et n'osent pas proposer et même bloquent leur imagination. Finalement, c'est contraint parce que on se dit que de toute façon, les idées ne vont pas être écoutées. Donc, forcément, on s'enferme et il y a moins d'idées dans l'entreprise. Donc, cet effet de changement n'arrive pas à cause de ça. En fait, il y a un côté où, du coup, on va s'enfermer, on va rentrer dans un self, on va rentrer dans une boîte pour rester, pour pas faire de vagues. Et du coup, ça va pas bouger puisqu'il n'y a pas de vagues, du coup, et que ça fait pas de bruit. Mais il y a une autre manière de faire qui peut être complétée effectivement par un changement de management, une ouverture, le fait d'accepter de laisser libre cours en fait et de laisser la parole ouverte. Donc, Loïc, Loïc, juste avant de vous passer la parole, je crois que c'est en fait, on revient toujours à la stratégie d'entreprise. Mais au-delà de l'aspect stratégie d'entreprise, parce qu'on le sait, hein, il y a des idées de conservation, comment dire, de fixation de la politique ou de la stratégie, afin de pouvoir garder le pouvoir. C'est pas propre à chaque manager ou chaque leader ou chaque dirigeant d'entreprise, mais c'est un peu propre à chaque fonctionnement pour le peu qu'on soit un peu, comment dire, un pervers entre guillemets, ou qu'on ait bien compris le sens du pouvoir. C'est moins j'ouvre et mieux je me porte parce que je conserve dans le jus et je fige dans le jus le fonctionnement de mon entreprise ou de mon équipe. C'est ça l'idée? C'est ça, c'est si en fait on garde le pouvoir, forcément on va étouffer. Et du coup, si on étouffe la créativité, si on n'ose plus et on va bloquer l'ouverture, on va plus être attentif à ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, avec ce phénomène-là, les gens vont simplement s'enfermer aussi dans un modèle, ils vont rentrer. On va rentrer dans des modèles où on va pas vouloir faire de vagues parce que c'est mal vu, où on va jouer un rôle, où on va jouer beaucoup, je l'ai beaucoup vu, sur les budgets, garder son budget, c'est important. On va travailler pour surtout garder le plus gros budget parce que ça fait bien, alors que finalement l'intérêt collectif est peut-être ailleurs. Et pour ça, il faut oser remettre aussi son budget sur la table, oser proposer un mode de fonctionnement différemment et aller vers autre chose. Je voyais, Caroline, tu faisais sinon Oui, je voulais ajouter. Je disais oser. Effectivement, il faut le faire, il faut pouvoir le faire. Autrement dit, il faut être psychologique. Et parmi les leviers que les leaders ont à leur disposition, le premier levier, c'est d'instaurer une sécurité psychologique pour que les gens n'aient pas peur du retour de bâton dès qu'ils donnent une idée ou une opinion. Le deuxième levier, c'est l'humilité, c'est savoir reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et le troisième, c'est d'avoir de l'intelligence émotionnelle et sociale, donc d'être capable de comprendre et de tenir compte des émotions des autres et d'être également au courant des siennes. Voilà. C'est vraiment important, la sécurité psychologique, parce que beaucoup de changements échouent à cause de cela. Loïc, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je lisais les questions en fait qui défilaient et la question de Carole, donc Carole Morel, parce qu'il y a une autre Carole. Est-ce qu'il faut beaucoup d'énergie pour être en mouvement tout le temps? En fait, ça veut dire quoi être en mouvement? Quand je suis dans ma petite rivière qui me porte, il suffit juste de faire la planche. Donc, est-ce que c'est toujours à moi d'insuffler ce mouvement-là? C'est-à-dire que la vie n'est que mouvement puisque le temps défile. Donc, parfois, il faut effectivement dépenser beaucoup d'énergie, mais pas forcément tout le temps. Et juste le fait de rester en ouverture, finalement, c'est être en mouvement. Alors que, en fait, on peut être tranquille. Donc, ça peut être perçu comme une force tranquille, mais qui n'est pas du tout épuisante. Oui, ce n'est pas de contexte. Vas-y, Caroline. Ce n'est pas de l'agitation, le mouvement.
C'est ça. Pas forcément. Alors, autrement dit, une transformation autrement, pourquoi? Je vois afficher le choix des mots. Alors, qui veut nous parler du choix des mots? Le choix des mots, c'est… alors, il y a un petit sondage. Est-ce qu'on peut le mettre parce qu'il va être très, bon, très il est parlant? publié. Ouais, merci. Allez-y. Super. Quand on vous demande quelque chose ou de l'aide, que répondriez-vous? En fait, ça, c'est une très, très bonne question. Donc, est-ce que les participants peuvent voter? On répond pas de souci, avec plaisir. Non, revenez plus tard, on verra plus tard. Et ça, c'est important parce que ça dépend vraiment des personnes. Et il y a vraiment un côté où la manière dont on va accueillir, justement, le choix des mots et ce qu'on va poser va tout changer. Alors, je vais prendre l'exemple de l'effet Sawyer. Alors, l'effet Sawyer vient de Tom Sawyer. Hein, c'est vraiment ça. Ils ont pris. Alors, ça a été théorisé, hein, mais ça vient vraiment de Tom Sawyer. Et j'aime beaucoup, beaucoup cet exemple. En fait, où Tom Sawyer doit repeindre la palissade parce qu'il est puni. Tom Polly lui a demandé de peindre la palissade. Donc, on le voit, il n'est pas très content. Il va peindre sa palissade avec son cousin, je crois. Et là, il y a un autre enfant qui arrive et qui se moque un petit peu d'eux. Et donc, ils se regardent tous les deux, ils font semblant de rien entendre et ils continuent. Et après, ils vont faire croire, en fait, qu'ils s'amusent, que c'est un privilège, en fait, de repeindre cette petite palissade et que c'est vraiment bien. Ils vont transmettre ça, en fait. Et du coup, il y a tous les copains qui vont arriver pour, justement, peindre à leur place parce qu'ils auront dû une corvée, un travail en quelque chose d'intéressant. Et le choix des mots, c'est ça, c'est choisir en fait à un moment donné une situation. Ça peut être on repeint la palissade et c'est un peu boring quelque part, c'est pas drôle, c'est une corvée. Ou de l'autre, c'est chouette parce que c'est responsabilisant, parce qu'on peut aussi s'amuser à le faire, parce qu'on y prend du plaisir. Et cet effet-là qui a été théorisé, c'est le fait de passer de quelque chose d'un travail à un plaisir ou à l'inverse de rendre quelque chose de plaisant en travail. On l'a notamment avec les écrivains qui au départ écrivent pour le plaisir et quand ils doivent produire une œuvre, ils y perdent du plaisir puisqu'il y a une forme d'obligation. Et à l'inverse, en entreprise, on peut aussi prendre du plaisir à ce qu'on fait et s'amuser en changeant un petit peu. Et l'exemple qui est mis, c'est relever un défi ou subir une situation. Et ça, je pense que vraiment, la manière dont on aborde un problème, le fait de se dire effectivement c'est un peu comme ma chaussure, hein, je subis le fait d'avoir perdu ma chaussure, ou je fais autrement et je trouve une autre solution et je pense out of the box, je vais chercher une idée ailleurs et je me débrouille autrement et je fais autre chose et du coup je le vis bien. Voilà. Donc il faut être un peu cérébral toute la journée, c'est ça l'adage? C'est plutôt se poser la question assez simplement quand quelque chose me titille, pourquoi ça me titille, pourquoi ça me dérange et comment je peux faire pour le penser différemment. Mais finalement, cette question-là, c'est aussi se dire, je suis pas bien, donc je sors de mon côté pas bien. Et comment je le sors? En fait, c'est beaucoup plus agréable de ne pas être en colère, de pas gâcher sa journée, de pas faire la tête et de prendre 3 minutes pour se poser la question. Enfin, c'est moins fatigant à la fin de la journée et j'aurais passé une meilleure journée que de pas faire l'effort de me poser la question de comment je fais. Ça m'a pris 3 secondes et ça a changé. En tout cas, on a un super public parce qu'on a 47% de pas de soucis comme réponse et 51% avec plaisir. Donc, vous voyez, c'est vraiment un bravo. On vous a bien choisi, public. Oui. Je voudrais… Alors, je passe juste… Oui, vas-y. Vite fait, sur le choix des mots, il y a aussi une influence à la fois culturelle et sociale. C'est-à-dire que j'ai vécu 20 ans à Paris, 20 ans à Toulouse à peu près. Et c'est vrai qu'à Paris, quand on nous dit merci, la réponse classique, c'est de rien. Et à Toulouse, c'est avec plaisir. Et du coup, là, j'entends qu'il y a, ne serait-ce que dans le choix des mots, et là, c'est vraiment local, c'est vraiment culturel. Je suis passé d'un mindset à un autre. Et quand je parle aussi des codes sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font naturellement avec des réponses qui sont programmées et des choses qui sont socialement interdites. Par exemple, quand on me demande le matin « Bonjour, ça va ?» et que ma réponse est « Non », ça peut créer un malaise en fait, parce que ce n'est pas du tout ce qui va être attendu. Donc, je pense qu'il y a aussi une influence autour de nous. Alors, ça peut être l'influence régionale, ça peut être l'influence du pays, ça peut être l'influence de la culture d'entreprise, ça peut être l'influence du métier choisi. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes codes dans la finance et dans la banque que dans la communication et dans la pub, par exemple.
Donc, je pense que avoir conscience aussi de dans quel monde on est, dans quel monde on baigne et quelle est finalement l'influence, comment il influe sur nos choix, sur nos comportements, sur nos mots, juste d'en avoir conscience, c'est déjà un premier pas. Oui, mais la remarque sur la différence entre les Toulousains et les Parisiens, je ne suis pas d'accord. Les Toulousains sont complètement aware, donc voilà, nous, les Parisiens, on est vraiment des sachants, hein. On est là, on est plus près de Dieu que n'importe qui. Donc voilà, c'est normal. Et puis, et je vous fais remarquer quand même, juste avant la crise, on a accueilli 62 millions de visiteurs à Paris. Je suis breton, hein, je m'appelle Loïc, et en fait, je suis aussi breton. Comme ça, voilà, on peut faire la paix. Voilà, non, blague à part, c'est vrai que moi, ça m'agace quand chez les commerçants, quand je dis merci, parce que je suis poli, hein, et Caroline peut vous confirmer, le côté, la culture asiatique, c'est il faut qu'on dise merci, donc voilà. Mais et quand que le commerçant me répond de rien, j'ai envie de lui dire, mais mon gars, t'as raté ton cours de commercial ce jour-là, c'est pas possible. Voilà, il y a toute une culture et surtout une transformation absolument à imposer aux gens, parce que et vous avez raison, la réponse impacte derrière, hein, parce que quelqu'un à qui vous dites ça va, tout va bien, et me dit non, ça va pas. Alors là, vous êtes coupé dans votre élan, de votre chic, et c'est reparti pour la journée. Hein, et c'est vrai que quand on conduit une transformation, un changement, il faut penser à la culture dans laquelle on se situe. Et un des leviers d'action, mais qui est difficile à manier, c'est d'agir sur la culture également. Sans toucher violemment à l'identité, on peut agir sur la culture et petit à petit la modifier. Et c'est indispensable, sinon les transformations et les changements sont voués à, si ce n'est à l'échec, Oui. à difficulté. Les éléments de langage sont très, très importants. Et il y a un très bon exemple qui est la différence entre dire désolé d'être en retard et merci de m'avoir attendu. Et c'est un très bon exemple qui nous met dans une position très différente, en fait. Et c'est vraiment un côté qu'on peut tous faire facilement, en fait. Hein. Et ça c'est un premier pas, justement, sur le choix des mots. Mais encore une fois, c'est d'abord quand vous commencez la phrase par merci, je pense que déjà ça valorise les gens d'en face et puis ça instaure tout de suite un bon climat parce que voilà, désolé, vous arrivez la gueule enfarinée avec une chaussure en moins, c'est sûr que ça fait moins l'effet, quoi. C'est vrai. Et précisément, comment cela se traduit, tout ça, le choix des mots, l'énergie, le relever le défi, l'état d'esprit, Nadège? Je vais donner un exemple de relever des défis. Alors, attendez, je vais remettre un petit peu en grand. Donc, je fais aussi du trail. Donc, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Hein. J'ai pas fait plus de 7 heures de course, mais c'est déjà un bon exemple et j'ai construit ça avec des ultra-trailers et j'ai pris aussi, je m'appuyais sur les exemples des ultra-trails et du bateau parce que justement, c'est des voyages qui sont longs, qu'il faut aborder différemment. Et dans l'état d'esprit, c'est justement ça. Alors, la première chose, c'est en fait déjà, pour que ça se passe bien, pour changer, c'est penser court terme et en même temps penser long terme. Moi, je pense, alors au Vendée Globe, il vient de se finir. Eux, quand ils sont partis, ils partaient vraiment pour longtemps. Hein. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Sur les ultra-trails, c'est un petit peu différent. Il y a des ravitaux. Et en fait, on pense la fin, donc les 160 km, les 40 heures de course, ou peu importe finalement à la distance. Mais en fait, on part pour faire ça, mais on va commencer par aller au premier point de ravito, qui est à 25 ou 30 bornes, qui est beaucoup plus raisonnable, où on le maîtrise, on s'est entraîné, on sait ce que c'est. Et en entreprise, c'est vraiment ça, en fait. On vise un état final, mais on va commencer par faire un petit qui est mesurable et on va y aller petit à petit. Et ça fait moins peur finalement. C'est rassurant. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la fin. Hein. Quand on part, on a envie de finir. Mais on ramène à quelque chose qui est beaucoup plus rassurant, qui est beaucoup plus maîtrisable, qui est le premier petit pas. Le deuxième point, c'est s'adapter à l'environnement.
en fait. Pour que tout se passe bien, il faut être ouvert au changement. Quand ils sont en mer, nos navigateurs, bah, ils s'adaptent. Hein. Quand ils partent pour le Vendée Globe, ils n'ont pas toujours la mer qu'ils souhaiteraient, les vents qu'ils voudraient. En trail, c'est pareil. Hein. On se dit, bah, chouette, j'arrive, je vais avoir une descente, je vais pouvoir courir. Ah bah non, finalement, le terrain ne le permet pas. Ça descend, mais c'est dangereux, je ne sais pas le prendre, ou peu importe. Et on s'adapte. Et finalement, on fait tous au quotidien. Enfin, quand il pleut, on prend tous un parapluie, on s'adapte. Donc finalement, c'est aussi ça, c'est être ouvert à ce qui se passe et ne pas se fermer. C'est vraiment prendre conscience que le terrain, il est changeant et ça va pas durer. Donc là, en plus, on l'a vécu, hein, ça change très très souvent et on se réadapte. Et finalement, ça se passe bien. Et c'est aussi savoir s'écouter soi, c'est être aussi à son écoute en tant que dirigeant. C'est aussi prendre du temps pour soi, ne pas s'oublier, parce qu'on parle beaucoup des équipes, des managers, etc. Mais parfois, elles s'oublient. Donc, c'est bien aussi de penser à soi. Les managers aussi ont besoin de penser à eux, de se recentrer pour pouvoir penser à leurs équipes. Et puis, c'est forcément être ouvert à son environnement, à toutes les parties prenantes qui sont là, qui sont avec nous dans l'entreprise. C'est nos clients, nos fournisseurs, les gens qui travaillent avec nous. C'est aussi tout ça. Et il y a l'envie de réussir. Je pense que pour qu'une transformation se passe bien, il y a aussi ces côtés-là. Il faut avoir l'envie de réussir et l'envie de continuer, même si ça change finalement. Et pourquoi l'objectif ne changerait pas en cours de route? C'est pas grave. C'est aussi s'autoriser à faire autrement. Et est-ce que, ça m'interpelle hein, comme dirigeant d'entreprise, existe-t-il des outils pour nous aider justement à évoluer et surtout à nous assurer d'aller vraiment vers le succès? Je pense que le meilleur outil, c'est vous. Oui. Le meilleur outil, c'est vous. Ce que j'allais répondre. Vous et les gens qui travaillent avec vous, vos collaborateurs, vos équipes, ce sont eux vos meilleurs outils. Je te laisse répondre. Faut pas. Non, je vais te laisser compléter parce que tu vas très très bien le faire. Je vais te repasser la main. Le dirigeant, faut pas qu'il ait peur aussi d'être accompagné parce qu'il y a des moments de chaos. Ça bouge beaucoup et faut pas avoir peur de prendre des risques, mais il faut pas avoir peur de demander de l'aide en fait quelque part pour pouvoir se recentrer et se retrouver soi. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait Caroline, hein, pour être sûre que ça marche et comment je me sens moi, où je me trouve, est-ce que ça colle, est-ce que j'ai ma vision, où je me sens. Là, je repasse. Donc Caroline, je te laisse compléter. Hein. Je pense qu'on était en phase. En fait, les outils interviennent au moment du diagnostic et des prises de décision, du choix des indicateurs. Et les moyens sont davantage de l'ordre des approches, de la façon dont on va conduire le changement. Et là, on ne va plus être dans de l'outil, mais dans de l'approche. Par exemple, dans du coaching, pour en venir à des choses que nous faisons, Loïc et moi, du coaching individuel, collectif, du coaching de leader, executive coaching, etc., de manière à mettre en mouvement, si possible dans la même direction, l'ensemble des acteurs de l'organisation. Voilà. Il y a unifier le langage. Quand tu dis ça, ça me fait vraiment penser à ça, à ce côté-là où on en revient au choix des mots. Hein. Unifier le langage pour que tout le monde ait cette même vision, en fait, à tous les étages et qu'elle soit traduite. Parce que l'objectif, effectivement, il y a le côté financier. Je pense que ça, c'est faire vivre l'entreprise. C'est le premier moteur. Hein. Donc, il y a forcément un côté financier, ça c'est sûr. Et l'humain, ça va être le moteur pour arriver à ça. Et si on communique pas pourquoi on fait les choses, on comprend pas. Et en fait, du coup, les gens vont pas être impliqués parce qu'ils vont perdre le sens. Donc, il faut vraiment lier les deux et parler vrai, pas mentir aux gens par leur dire que tout est beau, tout est rose, alors que non, de toute façon, ils le savent. Et puis en plus, si après, ça débouche sur des choix beaucoup plus difficiles, leur avoir menti va avoir créé de l'incertitude et de la peur et une perte de confiance. Donc, il y a vraiment dans toute la construction de comment on va communiquer, comment on le dit, c'est surtout ça qui est important. Et je rejoins encore ce que disait Loïc, hein, on en revient au parler vrai, mais parler vrai en mettant les bons mots, en fait, en choisissant, mais ne pas mentir, en fait, dedans. Oui. Par exemple, je me rappelle de ce qui s'est passé en Corée juste après la crise des subprimes dans les années 2009, 2010. Il y a eu chez Samsung
10 à 30% de baisse de salaire, mais pour tout le monde, du haut jusqu'au pendant environ un an, si ma mémoire non, 6 mois minimum, et ensuite c'est revenu peu à peu à la normale. Et ça a été dit, annoncé très très clairement. Ils ont expliqué pourquoi. L'idée c'était de pouvoir conserver tous les emplois et de pouvoir repartir, de passer la vague en fait. Et ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition pour le futur, surtout le futur désiré? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Loïc, je pense que tu as accompagné beaucoup de dirigeants sur justement définir leur projet et comment définir le futur désiré. En fait, effectivement, quand on veut avancer, j'entends beaucoup, non, moi j'ai envie d'avancer, que ce soit avancer dans la vie, que ce soit que ma boîte avance, que ce soit d'avancer, d'innover, voilà, de créer des nouvelles choses. Et en fait, je pose toujours la question, mais d'avancer vers quoi? Et souvent, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que, en gros, on a une situation A, une situation B, et certains veulent avancer, en fait, c'est pour fuir la situation A. Mais ils ne savent pas forcément où est-ce qu'ils veulent aller. Donc, ils me demandent de les accompagner pour aller plus vite. Mais moi, tant qu'on ne sait pas vers où on va, c'est compliqué, en fait. Du coup, je leur demande toujours, qu'est-ce que vous souhaitez, en fait? Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Et ce n'est pas forcément un résultat chiffré. C'est pas forcément, en fait, ça peut être, on va dire, de l'ordre de la stratégie d'entreprise. Ça peut être avec des indicateurs clairement mesurables sur des parts de marché, sur un bénéfice, sur autre chose. Mais ça peut être aussi un changement, un futur désiré pour soi. Et j'ai certains coachés, certains dirigeants, en fait, ce qu'ils veulent, c'est, par exemple, se sentir à leur place. Ça veut dire quoi, ça, pour eux? C'est très subjectif, en fait. Il y en a d'autres, c'est, en fait, j'ai envie de sentir de la sérénité. Alors, c'est pas souvent exprimé comme ça. Hein. Souvent, c'est j'ai envie que ça aille mieux et de moins sentir ceci. J'ai envie d'être moins en colère. J'ai envie de moins. Bon, le cerveau, il a quand même du mal à comprendre des choses négatives. Par exemple, si je vous dis n'imaginez pas une voiture rouge, j'ai pourtant dit n'imaginez pas. On est d'accord? La plupart des gens vont penser à une voiture. Beaucoup vont la voir rouge. Certains esprits rebelles vont la voir bleue ou d'une autre couleur. OK. Mais j'ai bien dit n'imaginez pas. Donc, dès lors qu'on se définit un futur désiré en négation, en fait, ça va être compliqué. Comme quand un enfant porte un plateau, par exemple, et on lui dit surtout ne renverse pas. C'est super dur pour l'enfant. Il ne faut pas qu'il renverse. Il visualise qu'il renverse. Si on lui dit tiens ton plateau bien droit, c'est quand même beaucoup plus facile pour lui. En fait, c'est pareil. Donc, juste de se définir, ne serait-ce que de savoir ce qu'on veut, savoir vers quoi on veut aller, c'est une partie. Enfin, on va dire que ça peut être le premier pas, justement. C'est la moitié du chemin est fait. Peut-être pas la moitié, mais c'est effectivement symbolique. Mais si on sait vers quoi on veut aller, c'est beaucoup plus facile de l'atteindre. Ça fait un peu une définition du monde parfait des oui-oui, non? Ça peut. En fait, souvent, voilà, les objectifs sont flous. Et c'est pareil dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on a une stratégie. La stratégie, c'est la croissance, par exemple. Super. On veut croître. Mais ça veut dire quoi, croître, en fait? Qu'est-ce qu'on veut croître? Est-ce que c'est l'ego qui va prendre un coup? Est-ce que c'est la taille d'entreprise? Est-ce que c'est l'effectif? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la notoriété, l'image? Enfin, on peut croître de plein de façons différentes. Donc, plus le futur désiré va être précis, va être clair, ou au moins il va être précis pour soi. Parce que quelqu'un qui va être plus serein, ça veut dire quoi être plus serein? Et en fait, on a chacun sa propre définition. Et l'idée de la partager, c'est-à-dire de créer ce qu'on appelle une vision partagée, ça peut être le patron qui va l'impulser ou on va dire la contraindre ou l'imposer à ses équipes. Si les équipes ne sont pas d'accord, il va y avoir des forces contraires. Hein. C'est inévitable. Donc, est-ce qu'il vaut mieux qu'il co-construise avec l'équipe, mais en même temps, lui, il sait où est-ce qu'il veut aller et des gens veulent aller dans des directions différentes. À un moment, il faut bien qu'ils tranchent. Donc, ce n'est pas un sujet forcément évident. Mais je pense que plus le futur est clair, plus l'objectif est clair. Clair ne veut pas dire forcément mesurable. Hein. C'est plus facile quand c'est mesurable, mais il ne faut pas non plus mettre des métriques partout. Parce qu'on voit ce que ça peut donner, hein, les métriques partout. Je pense que tous les dirigeants l'ont vécu. Les chiffres, on peut les faire parler comme on veut et parfois, on s'enferme dans une direction qui finalement n'est pas la bonne.
Comment ça se passe ailleurs, Caroline? Écoutez, enfin, vous parlez de la transformation en ce moment, des politiques de transformation. Je crois qu'ici, il est assez clair que nous sommes dans une situation, puis l'irruption de Covid, de l'épidémie, dans une situation de type burning platform, alors que certaines agences de conduite du changement, certains organismes ont beaucoup agité, mais cette fois-ci, il y a vraiment le feu, hein, c'est jump or fly. Donc l'idée, c'est pas de voir le futur désiré, ou plus exactement, le futur désiré, c'est de survivre. Donc là, aujourd'hui, la question de savoir exactement ce que l'on veut, etc., je crois que vu le degré d'urgence, on ne se la pose pas. L'idée, c'est de s'adapter aussi rapidement et aussi bien que possible pour pouvoir rester là, pour pouvoir survivre, sachant qu'ici, comme dans beaucoup de pays, de nombreuses entreprises n'existent plus aujourd'hui, un an plus tard, qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par tous les Singapouriens, qui ont consenti pour beaucoup à de grosses baisses de salaire. Hein. Par exemple, dans certaines industries, comme les compagnies aériennes, les baisses de salaire sont allées jusqu'à 50%, y compris pour les exécutifs. Donc voilà, donc le futur désiré, là, il est clairement affiché, c'est d'être là lorsque l'épidémie sera à peu près résorbée. Donc là, c'est l'expérience que j'ai aujourd'hui de la conduite de la transformation. Sinon, voilà. Et qu'avons-nous appris globalement, alors depuis ces 12 derniers mois, parce que qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Est-ce qu'on a vraiment vu des changements ailleurs, majeurs, ici ou ailleurs, dans les deux cas? Alors ici, oui, je pense que il y a quelque chose de très fort que je vois partout, c'est l'agilité. L'agilité dans le bon sens du terme, avec le côté adaptabilité. Aujourd'hui, on est capable de s'adapter à des changements de règles qui surviennent quand même en 48 heures. On n'aurait jamais cru possible ça il y a un an. Aujourd'hui, on arrive à trouver des solutions pour pallier à des problèmes qui n'existaient même pas hier. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une force. Le côté, on pense out of the box. Je parlais avec une école il n'y a pas très longtemps avec une directrice de programme qui me disait en termes de digitalisation, on a avancé de 10 ans. On commençait tout juste hier à mettre ça en place. Le télétravail, c'était les tout débuts. Et là, ils ont dû trouver des solutions pour pouvoir continuer à enseigner à distance à leurs étudiants. Et ça, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts il y a un an. Aujourd'hui, ça roule. Alors, ça a demandé un effort considérable, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on n'imaginait pas qu'on en était capable, en fait, d'aller avec cette accélération. Ça me fait également penser à Playmobil, quand on parle de out of the box. Playmobil, c'est les petits jouets pour les enfants. Ils ont sorti des masques pour les enfants, comme ça, très vite, pour qu'ils soient plus sympas, qu'ils soient adaptables, etc. Et on en a eu plein. Des exemples. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort qu'on a vu pendant cette période, en fait. C'est des changements forts, d'adaptation très, très rapides, ce dont parlait Caroline, de la transformation continue, parce que les règles changent et hop, on arrive et on trouve des solutions. Alors effectivement, ça fait longtemps que ça dure maintenant et il faut continuer de s'adapter. Mais il ne faut pas oublier le chemin qu'on a parcouru et tout ce qu'on a fait. Parce que finalement, c'est important aussi de voir toute cette marche, tout ce progrès qu'on a mis en œuvre depuis maintenant un an. Et c'est vrai, je vous rejoins, Nadège. On a fait un échange la semaine dernière, justement sur la téléconsultation. On a donné quelques chiffres. Avant, je crois, avant fin 2019, on était seulement à 75 000 actes de téléconsultation remboursés par la Sécurité sociale, qui a pris un décret d'application depuis 2018. Donc, vous voyez, voilà. Et rapidement, en mai 2020, en plein cœur au moment où on a fait le premier déconfinement, je crois qu'on est arrivé quasiment à 500 000 actes remboursés.
Et actuellement, je crois, on en est à plus de quelques millions d'actes de téléconsultation. Donc, on voit que c'est vraiment, ça a poussé quelque chose. Et on était très, très loin de penser que ça prendrait. D'abord, pour les consommateurs d'actes, qui sont des patients, et aussi pour les professionnels de santé, parce que c'est quelque chose, on nous a toujours appris, la médecine, il faut palper les gens, il faut toucher les gens, il faut prendre un certain nombre de mesures tactiles, alors que là, vraiment, ça a contribué, c'est un des éléments de défense pour éviter la circulation du virus. Donc, et je suis entièrement d'accord avec vous, ça a boosté l'esprit, ça a boosté plein de choses. Par exemple, à Singapour, il y a quelque chose qui est aussi emblématique. Singapour, c'est vraiment la culture des hawkers, vous savez, les marchands, les petits marchands de brochettes, de plats divers et variés. C'est très multiculturel, ça se passe dans des centres et on peut piocher dans tel et tel stand. Lorsque je suis arrivée à Singapour, on devait payer en cash partout, sauf très rare exception. Et aujourd'hui, plus de 50% des hawkers sont digitalisés complètement. Ils l'ont fait pour pouvoir survivre au moment où il y avait un lockdown complet. Maintenant, à Singapour, ça s'est beaucoup adouci par rapport à l'Europe. Mais voilà, donc il y a eu un phénomène de figitalisation d'ailleurs, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, c'est mélangé. À la fois, il y a le côté physique et digital, et les deux cohabitent, pardon, et on se retrouve avec une hybridation de deux façons de faire. Et ça va être un des legs du Covid. Et je pense que ça se constate aussi dans beaucoup de magasins, dans beaucoup d'activités. Et pour nos dirigeants, finalement, quels ont été les principaux apprentissages ces derniers mois? Je ne l'ai pas rencontré. Alors là, je vais laisser d'abord la main à Loïc pour nous parler du courage des dirigeants, parce qu'il en parle très très bien. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a vraiment deux populations entre les particuliers, donc les individus, en fait, tout simplement, et les dirigeants. Je trouve que dans cette période où on a eu des confinements, on a dû rester chez soi, tout a été chamboulé, il y a eu des grandes remises en question. Donc, moi, je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, après la peur qui a eu lieu, on va dire, entre fin mars et pendant 3-4 semaines à peu près, donc fin mars 2020, suite à ça, il y a eu énormément d'introspection, c'est-à-dire donc des personnes qui se disent « Ok, le monde change, finalement, ce que je fais, ça ne me convient plus. Peut-être même ça ne m'a jamais convenu. » Et en fait, je pense que beaucoup sont rentrés dans une routine. Et le fait d'avoir été secoués malgré eux, ils se disent qu'est-ce que j'aimerais faire. Donc, il y a eu des grandes demandes. D'ailleurs, je crois que ça se voit. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais je crois que les bilans de compétences se sont multipliés, etc. Il y a énormément de personnes qui pensent à faire autre chose. Donc, ça, c'est le côté individuel, en fait, le côté particulier. Le point de vue entreprise, effectivement, la grande difficulté, c'est la survie. Donc, selon les secteurs, parce qu'en fait, ils ne se comportent pas du tout de la même façon. Dire le secteur, on va dire aérien, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est restauration, c'est très, très, très difficile. Le secteur de la santé, la grande distribution, la logistique et tout ce qui est numérisation se porte plutôt pas trop mal. Donc, il y a vraiment plusieurs vitesses. Et du coup, ce que j'ai constaté d'un point de vue dirigeant, c'est que comme les façons de faire en fait doivent changer parce que le contexte a énormément changé, ça veut dire sortir de sa zone de confort en fait. C'est-à-dire même si on peut, c'est quand même difficile de dire qu'un dirigeant est dans sa zone de confort parce que comme on est dirigeant, on sait très bien qu'il faut être au four et au moulin à peu près tout le temps, ok. Mais pour autant, quand on a quelque chose qui tourne bien, quelque chose qui est plutôt établi, on se dit voilà, on va essayer de maintenir ça. Et là, en fait, tout a explosé quelque part. Et donc, ça veut dire oser, ça veut dire avoir le courage de dire les choses et aussi prendre certaines décisions difficiles. Je vais prendre un exemple très concret. Quand, pour la survie de l'entreprise, on a un choix à faire entre je vais licencier X%, on va dire 30% de mon effectif pour sauver les autres, ou alors je vais prendre une mesure sociale à diminuer tous les salaires, comme ça je sauve tout le monde, mais finalement je pénalise tout le monde. Ou alors, je tiens bon, je paye plein salaire avec un risque que la boîte ferme dans les 6 mois. Ces décisions-là, elles demandent un certain courage. Et est-ce que c'est au dirigeant de la prendre seul? Est-ce qu'il peut en parler à son équipe, quitte à faire peur, quitte à inquiéter? Il n'y a pas vraiment de bonne méthode, en fait. Et je pense que chaque dirigeant doit être en phase avec lui-même.
C'est-à-dire que certains préfèrent repousser au maximum et rester optimistes, et puis du coup, les choses s'effondrent. D'autres préfèrent anticiper vraiment en amont parce qu'ils ont besoin aussi d'être rassurés. Et je pense que le fait qu'on soit un petit peu tous dans un méga shaker où ça secoue, ça secoue, ça secoue, il y a de l'émulsion de partout. Et à un moment, qu'est-ce qui sort? Et on peut avoir un cocktail qui peut être super bon, tout comme ça peut s'être mal mixé. Donc, je pense que c'est ça aussi, d'un point de vue dirigeant, c'est se regarder en face et se dire, OK, la situation étant ce qu'elle est, en la mesurant comme on peut, en fait, finalement, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes options? Et ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et enfin, le comment je m'y prends. Voilà comment je vois les choses, du point de vue dirigeant. Et d'ailleurs, on vous a mis sur le mur de sondage la question: quelle est la principale qualité d'un bon dirigeant? Donc, vous avez la possibilité de voter pour la force du travail, le leadership, le courage, la résilience, la vision ou autre chose. Donc là, c'est le leadership qui arrive en tête, talonné par le courage et la résilience. Le leadership permet d'emmener. Je pense que c'est vraiment pour ça que ça ressort aussi en premier. Hein. C'est qu'on parle beaucoup de leadership et c'est vraiment pour moi la différence entre un leader et un manager. C'est le côté où il va réussir à guider, il va emmener. Et d'ailleurs se pose souvent la question de comment on définit le leadership par rapport au management. La question de la définition même du leadership est une question en tant que telle très intéressante et elle dépend beaucoup de chacun et de ce qu'on y met. Alors, de ma vision, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va savoir guider. Et c'est pas forcément un bon manager, un leader. C'est un petit peu là où je fais la différence. C'est qu'un manager va entraîner dans le quotidien son équipe, etc. Un leader, c'est vraiment vers la vision. Il va avoir ce pouvoir d'attraction, de faire croire en lui et de l'emmener et d'emmener les foules vers cet objectif. Et effectivement, pour un dirigeant, on a quand même ce côté où emmener vers la direction est aussi important. Loïc, est-ce que tu veux intervenir sur le sondage? Oui. En fait, moi, je distingue, on va dire, 3 types de management. Alors, il y a plein de classifications différentes. Hein, on trouve ça sur Internet. Et moi, j'ai tendance à distinguer, on va dire, 3 grands types. Il y a ce qu'on appelle le chef, ce qu'on appelait à une époque le chef, qui existe encore un petit peu. En gros, il va donner des instructions, des ordres, un certain nombre d'objectifs et contrôler, voire sanctionner derrière. Voilà. Avec un fouet? Par exemple. Oui, ça dépend si c'est ou pas, en fait. Et du coup, là, en fait, on va être centré sur la production, on va être centré sur la compétence, on va être centré sur vraiment l'efficacité. Après, on a plutôt un manager qui, lui, va être plus centré sur la relation, le fait de travailler ensemble, de créer justement du lien, etc. Et ce côté leader, effectivement, il a la source, il va plutôt être inspirant et il va plutôt être sur le why de Simon Sinek, c'est-à-dire le pourquoi, sur le sens, qu'est-ce qu'on y met derrière, sur la vision. Et là, du coup, ça va pouvoir embarquer parce qu'on vient toucher à l'émotionnel. C'est-à-dire, on va contacter quelque chose de plus fort. Et quand on vient toucher la motivation des équipes, quand on porte un projet, en fait, ça va pouvoir fédérer tout le monde. Et je pense que individuellement, chacun va vouloir se dépasser et co-construire et en fait travailler ensemble au service de la vision qui vraiment peut être inspirante. Et un bon leader, à mon avis, c'est plutôt ça, c'est quelqu'un qui va faire rêver, c'est quelqu'un qui va donner envie, c'est quelqu'un qui va poser du sens sur ses actions. L'exemple typique que j'ai vu, j'étais halluciné. Il y avait une question d'ailleurs de Laura au tout début, c'était concernant les fameux risques psychosociaux. Moi, ce que j'ai vécu dans les grandes structures, c'est qu'on mettait en place des formations, en gros, pour se dédouaner juridiquement, en disant « Ah ben, on a mis tous les moyens en œuvre pour que ça se passe bien. » Mais au final, il n'y a pas de vrai changement d'un point de vue managérial. Et je pense que là, ça peut être un bon exemple. Est-ce que l'intention, c'est de se protéger juridiquement? Est-ce que l'intention, c'est vraiment de faire évoluer la chaîne managériale? Est-ce que l'intention, c'est de modifier la culture de la boîte pour que finalement, on bosse dans des bonnes conditions? Et selon l'intention qu'on y met, qui peut être affichée ou qui peut être cachée, peu importe, selon l'intention, on n'aura pas les mêmes outils, on n'aura pas les mêmes dispositifs. Une question qui me vient à l'esprit, surtout en ce moment, est-ce qu'on a encore besoin d'un leader ou d'un manager ou d'un chef d'équipe ou
ou toute personne qui est devant et qui nous hurle dessus ou qui nous fait claquer le fouet? Ou est-ce que ce serait pas le bon moment pour aller vers une entreprise libérée? Qu'est-ce que vous en pensez? L'entreprise libérée, oui et non. Moi, ce qui me gêne beaucoup sur l'entreprise libérée, c'est le côté où effectivement le dirigeant, il y a un peu du culte de la personnalité en fait dans ces entreprises libérées. Et ce qui est souvent ressorti, c'est qu'une fois que le dirigeant s'en va, l'entreprise a du mal à continuer sur ce monde libéré. Donc du coup, voilà, l'entreprise libérée dans l'absolu, c'est la limite que je vois. Maintenant, il existe plein d'autres adaptations et plein de manières de faire très différentes. Il y a l'holacratie, par exemple, qui est une autre version où c'est encore une construction un petit peu différente des équipes. Et puis après, entre ce qu'on a aujourd'hui et entreprise libérée, il y a de la place pour plein de choses, en fait. On n'est pas obligé de vouloir rentrer dans des modèles et dans des cases, en fait. C'est se limiter et c'est limiter un peu son esprit et vouloir rentrer une entreprise qui nous est propre, qui a son mode de fonctionnement, sa culture, son historique dans une case qui est préconçue. Et là, pour moi, ça n'a pas de sens. Chaque entreprise a son histoire. L'histoire aussi des salariés qui sont présents dans l'entreprise, qui ont créé, il y a toute la culture. Et du coup, trouver son modèle, pour moi, il y a une vraie question à se poser de comment on veut fonctionner. On n'est pas obligé de fonctionner sur le pyramidal et on n'est pas obligé non plus d'aller à l'extrême. Et puis voilà, il y a beaucoup d'autres manières de faire. J'ai cité l'holacratie, mais il en existe beaucoup d'intermédiaires qu'on peut trouver. On peut aussi s'inspirer de ce qui se fait en Asie et il y a des choses très différentes. Je pense que Caroline pourra nous en parler entre ce qui se fait au Japon, en Chine ou en Inde ou encore au Cambodge, etc. On a des choses et des fonctionnements différents. Et on veut forcément rentrer dans une case et je pense que c'est là où on se perd en fait. Et on perd sa propre question. Et c'est peut-être le bon moment effectivement pour les entreprises de se dire qu'est-ce que je veux, comment je veux que ça fonctionne en vrai, de quoi j'ai besoin. Et si on allait chercher ceux qui savent, et on en revient à si on libérait la parole pour que les gens qui savent, qui ont des bonnes idées, viennent transmettre ça. Caroline, est-ce que tu veux nous dire comment ça se passe en Asie? Est-ce que ce ne serait pas un peu surfait de dire que les Asiatiques sont les champions en résilience? Je n'ai pas dit qu'ils étaient champions en résilience. Non, mais c'est moi qui le lis. C'est normal, je suis asiatique. Non, quand je dis j'ai eu une discussion avec une de mes amies qui elle-même est chef d'entreprise, qui est singapourienne de culture chinoise. La résilience, oui, ça va bien 2 minutes. En fait, c'est un état d'esprit qui fait qu'il y a une rapidité à s'adapter aux situations qui est culturelle, là pour le coup, puisque ça fait partie de l'éducation, que c'est développé, ce n'est pas naturel, c'est appris, c'est culturel. Et dire que les gens sont particulièrement résilients, oui et non, ça se fait aussi parfois dans la douleur. Par contre, ils s'adaptent plus rapidement sans doute que nous ne le faisons, sans doute parce que les directions qui sont données de manière assez ferme. Quand on parlait des styles de leadership, démocratique, participatif, etc., je dirais que là, on est plutôt dans quelque chose d'assez autocratique en règle générale. Pas partout, mais généralement, on est plutôt dans une direction assez ferme. Et ensuite, c'est organisé, etc. Mais voilà. Mais la direction est donnée. Oui. Le cadre est là. Je me contredirais peut-être, je ne sais pas, mais bon. Donc, comment on pourrait envisager dans ce cas-là la suite pour demain ou après-demain? Alors, les deux, c'est vraiment une bonne question. Donc là, attendez, je vais mettre un tout petit peu plus grand. On a les chutes Victoria, vues à côté et vues de dessus. Et pour moi, c'est un petit peu ça aujourd'hui. En gros, l'année dernière, on s'est un peu pris la cascade sur la tête. C'est un peu ça. On a essayé de survivre et de faire comme on voulait. Là, on est un petit peu à côté, mais elle fait encore beaucoup de bruit. Elle fait beaucoup de bruit autour de nous. Et ça, voilà, on est un petit peu là. Et après, on va aller prendre de la hauteur. Et pour moi, c'est vraiment là où on va. C'est le côté, là, on commence à préparer demain.
Donc, on commence effectivement à voir des changements en entreprise, puisqu'effectivement, on n'a plus ce manager qui va venir sur notre dos, hein. La plupart étant en télétravail, il n'est pas à la maison dans la cuisine en train de regarder ce qu'on fait. Donc, effectivement, il a fallu recréer de la confiance. Et c'est vraiment pour moi, demain, dans le mode de fonctionnement des entreprises, on va vraiment voir ça qui va s'instituer. Un changement dans le management parce que voilà, on est aussi forcé. Et ceux qui étaient encore sur le management au fouet ou à la cravache, là, c'est un peu fini. On ne peut plus surveiller la personne. Et c'est bien. Voilà, on fait confiance aux gens en laissant aussi revenir en entreprise. Je pense que demain, on sera sur quelque chose de plus hybride que ce qu'on est aujourd'hui. Et là, on a encore tout télétravail. Demain, l'hybride sera sûrement la solution qui conviendra aux gens. Et c'est là aussi la vraie question, c'est mais de quoi ils ont envie, les collaborateurs, d'être là, d'être pas là? À quel moment ils ont besoin de se retrouver? Et comment on met en place ce qu'il faut? Il va y avoir recréer du lien, préparer donc aussi après-demain. Et là, je rejoins Caroline quand elle dit, bah là, on est en train de gérer tout ce qui se passe en changement actuel. Mais on n'oublie pas l'objectif final et la vision. Et ce que j'aimerais aussi ajouter par rapport à ça, c'est ce qui fera, à mon avis, la différence, c'est prendre conscience des différences. On l'a vu sur même notre capacité à vivre bien ou moins bien le télétravail, on est tous différents. Et accepter notre différence, accepter de se parler de manière plus vraie, en fait, d'oser se dire les choses, ça va aider à aller vers demain et après-demain, vers quelque chose de différent, en fait. Et si on l'a dit, hein, on le répète régulièrement depuis tout à l'heure, il faut qu'on définisse un projet. D'accord. Mais comment peut-on l'accélérer, ce projet? Et est-ce que c'est nécessaire, selon vous? Écoutez, ah pardon, vas-y. Non, vas-y. J'allais passer la main, donc vas-y. Je disais que accélérer quel projet? Je crois que en fait, je crois qu'il s'agit vraiment d'instiller un état d'esprit différent, qui est vraiment l'état d'esprit d'apprentissage permanent la vie durant, et d'en faire non pas une obligation, mais un droit. Certains chercheurs, certains auteurs considèrent d'ailleurs que c'est un droit fondamental de chaque être humain pour son développement et son autonomie. Donc c'est très important parce que ça permet à chacun de se saisir des changements qui s'opèrent autour de lui et de ne pas se sentir emmené malgré lui ou malgré elle vers quelque chose qu'il ne souhaite pas. Donc ça permet de se sentir partie prenante. Voilà. Loïc? En fait, par rapport à demain, moi, j'insiste sur le mot confiance. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire confiance effectivement à ses collaborateurs, à ses salariés, mais c'est aussi et surtout de se faire confiance à soi. C'est-à-dire, pour faire confiance aux autres, il faut d'abord avoir confiance en soi, sinon, c'est juste pas possible, en fait. J'avais travaillé avec une dame qui s'appelle Margareta Iordinova qui travaille sur les chaînes heuristiques et elle avait justement déroulé la chaîne de la confiance. Et en fait, c'est juste impossible de faire confiance aux autres quand soi-même, on n'a pas confiance en soi. Même si on se ment à soi-même, on croit qu'on a confiance, en fait, non. Donc, l'idée, c'est, quand on parle d'un projet, c'est pas forcément un projet au sens objectif technique, coût, budget, délai, etc. Le projet peut aussi être un projet de vie. Le projet peut aussi être, qu'est-ce que je souhaite que mon entreprise devienne? Quelle est ma contribution au monde? C'est-à-dire, ça peut être un projet aussi de l'ordre un peu plus haut niveau, entre guillemets. Et c'est ça qui va finalement driver le reste et de faire confiance que avec la motivation, quand on est dans du service, par exemple, du service à la personne, on peut prendre le secteur de la santé, par exemple. Si la motivation, c'est uniquement le côté rentabilité et on va diminuer l'effectif, on va faire en sorte que les infirmières passent le moins de temps possible dans chaque chambre, etc. Ok, on aura effectivement diminué les coûts, mais finalement, qu'est-ce qu'on apporte au service? Donc, moi, j'ai tendance à dire, quand on définit quelque chose auquel on croit, quand on est vraiment sur de la vision, sur quelque chose qui est motivant, les équipes vont suivre, et naturellement, en fait. C'est-à-dire de lâcher, c'est presque paradoxal, mais quand on lâche la pression du résultat chiffré, en fait, le résultat se porte encore mieux. Et c'est une pensée très, très paradoxale. Et en fait, quand on fait confiance aux gens, quand on les laisse autonomes, on peut être très agréablement surpris du fait qu'en fait, ils s'investissent beaucoup plus.
Et même s'ils travaillent moins en temps, mais la qualité de leur travail est bien meilleure. Donc, les résultats, la production, la productivité, tout est meilleur. C'est magique, hein, mais alors ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire, si on n'a que des tirs au flanc et qu'on ne les contrôle pas, etc., et ben c'est là où, à mon avis, aussi, il faut être courageux. Et les tirs au flanc, ça se voit dans toutes les grosses institutions. Les gens qui font croire qu'ils travaillent, ça se voit. Tout le monde le voit. On fait comme si on ne les voyait pas. On les laisse tranquilles parce qu'on veut la paix sociale. OK. Mais à un moment, en étant courageux, en recadrant ces personnes-là, en cherchant quels sont leurs problèmes, quelles sont les sources de motivation, qu'est-ce qui les aiderait. Et si vraiment elles ne font pas d'efforts et qu'elles veulent être tir au flanc, bah, oser les mettre dehors, tout simplement. C'est un choix difficile, hein, bien sûr. Et bah, peut-être que justement, ça va assainir le groupe, ça va assainir l'entreprise et que la production, la productivité vont repartir. Donc ça, c'est mon point de vue, à la fois confiance et courage. J'ai une question et un constat. Mais auparavant, vous avez la question en sondage. Et selon vous, un changement réussi, ce serait quoi? N'hésitez pas à donner votre version de changement réussi. Alors, un constat, c'est que vous avez raison hein, sur plein de choses, Loïc. Et on a vu, ça m'interpelle parce que ça renvoie toujours dans ce que nous a enseigné Cyrulnik sur la résilience. C'est il faut qu'on soit son propre ennemi, de façon à ce qu'on puisse vraiment se juger de façon objective. Et deux, il faut que l'on soit le plus gros amoureux de soi-même, parce que si on s'aime pas, c'est clair qu'on peut pas se faire aimer des autres. Ça, c'est le constat. Ma question, c'est est-ce que cela reviendrait pas à se dire que en fait, il faudrait qu'on priorise ce qu'on a dans la tête, dans les projets. C'est on veut sauver le monde, on veut sauver son entreprise, ou est-ce que on se cherche une petite place, exactement comme ce qu'on appelle ikigai chez les Japonais. Ça vous parle? Donc, alors, si vous avez la définition exacte, Loïc, sur Internet, pour donner à notre public, ce serait sympa. Ikigai, c'est vraiment, on est au carrefour de ce que je peux apporter au monde, de ce que je veux apporter au monde, de ce dont je suis capable d'apporter au monde. Alors, l'ikigai de mémoire, mais là, je suis en train de chercher la définition, mais de mémoire, c'est vivre, en fait, c'est quelque chose de vivre l'instant présent. Alors là, j'ai ikigai qui est iki qui veut dire vie, vivant, et gai qui veut dire effet, résultat, fruit, valeur, bénéfice. Oui, c'est Caroline qui parle? Oui, c'est la joie de vivre et la raison d'être en même temps. C'est le mélange des deux. Exactement. C'est heureux, avoir la joie de vivre parce qu'on a sa raison d'être. Autrement dit, avoir du sens dans sa vie. Et l'ikigai, c'est vrai que là aussi, on a une grande différence, je pense, entre l'Europe et l'Asie. C'est-à-dire qu'en Europe, on est très centré sur l'objectif, c'est-à-dire sur le futur, en oubliant quelque part le présent. C'est-à-dire le présent n'est qu'un passage qui permet d'aller vers. Alors qu'en Asie, tu me corriges, Caroline, mais peut-être on est, en tout cas dans l'Asie traditionnelle, c'est plus, en fait, la vie, c'est le présent. Et c'est-à-dire, l'ikigai, pour moi, c'est en fait, on est sur le chemin, en fait, on est à sa place à tout instant. Et non pas, on veut aller à sa place. Non, on y est. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable à vivre en termes d'énergie, on se sent beaucoup mieux. Et bizarrement, tout s'aligne, on va dire, autour de soi. C'est-à-dire que comme nous, on est bien, on va émettre, on va dire, des sourires, des choses positives. Donc, on aura des choses positives en face. Qu'on soit croyant dans la spiritualité ou pas, on s'en fiche. Mais par contre, en général, quand on est bien, les autres sont bien aussi avec nous parce qu'on émet du positif. Et c'est mécanique, enfin, l'être humain est construit comme ça, quoi. Ça répond un peu à la question, Vin? Oui, je pense que c'est tout à fait ça, mais alors c'est vrai que ces dernières années, on se gargarise beaucoup, hein. Donner le sens au travail, mais j'ai envie de dire, mais d'abord, donnez-vous un sens à votre vie, avant d'exiger aussi que le travail vous donne un sens, parce que moi, le matin, je me lève personnellement, j'ai pas besoin de me poser la question qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, parce que voilà, pour moi, j'ai peut-être de la chance, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, me lever le matin, aller bosser, c'est un plaisir. Et le jour où je vais traîner des cas de fer, freiner des cas de fer pour y aller, ce jour-là, c'est clair, je poserai ma démission et je partirai planter mes choux ailleurs, hein, peut-être en Asie, à Singapour,
ou dans le delta du Mékong, mais en tout cas, c'est clair, c'est le sens de ma vie, c'est moi qui le détermine, et c'est pas mon patron. J'irais même un cran plus loin, Vin. On a beaucoup d'injonctions, en Occident en tout cas, d'être heureux. Il faut être heureux, soyez heureux, trouvez, etc. Mais finalement, cette injonction, elle est hyper contraignante et elle nous stresse. Enfin, c'est pas facile. Et je pensais au livre juste le titre, ça va suffire, le livre de Midal, comment il s'appelle Fabrice Midal. Son titre, c'est Foutez-vous la paix. Et quelque part, quand juste on s'accepte comme on est, quand on est bien, quand on veut se faire plaisir, on est dans sa zone d'excellence, c'est-à-dire on fait des choses sans forcer, on prend du plaisir et finalement ça produit d'énormes résultats. On n'a pas l'impression qu'on travaille, ça c'est juste magique. Et on a tous une zone d'excellence qui peut être plus ou moins large sur plus ou moins d'activités. Et je pense que juste de chercher là où on est bon, là où c'est facile, où il n'y a pas d'effort à fournir. Alors attention, effort au sens effort difficile, hein, parce qu'on peut aussi être dans sa zone d'excellence, travailler beaucoup, mais au sens où ça nous fait vraiment plaisir et ça nous motive. Mais dès que le travail devient une contrainte, devient une souffrance, selon l'origine, travail aussi labeur, c'est le côté difficile, la souffrance, peut-être qu'il est temps d'envisager autre chose, ou en tout cas une autre façon d'aborder son travail. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui est venue me voir et elle me dit, voilà, j'ai fini bientôt mon alternance et je cherche une entreprise qui me donnera du sens, où je vais trouver du sens dans mon travail. Et en fait, je l'ai écoutée, on a échangé, je lui ai dit, écoute, effectivement, hein, tu peux aller vers tout ce qui est Bicorp et compagnie, entreprise à mission. Mais en fait, est-ce que c'est pas toi de trouver ce que tu veux faire et de donner du sens à ce que tu fais? Et comment est-ce que je donne du sens à ce que je fais? Peu importe son métier, on peut y trouver du sens parce qu'on y met, nous, du sens et on n'attend pas forcément que ce soit l'entreprise qui nous donne du sens. Et c'est un peu ça, c'est qu'est-ce que je fais qui a du sens pour moi? Est-ce que finalement, ma contribution, c'est pas d'être bien et de partager avec mes collègues? Et finalement, ça me suffit parce que je leur apporte au quotidien, on échange et peu importe, quel que soit le métier que je fais, finalement, mon sens, il est là. Ou ça peut être à l'extérieur de l'entreprise, peu importe. Mais il est en soi, finalement, parce qu'on peut avoir la plus belle entreprise du monde, qui soit Bicorp ou autre chose, que ce soit Patagonia ou un autre, peu importe, je dirais. Si on n'est pas heureux, si ça ne nous convient pas, ça n'ira pas. La Patagonia, ils aiment la nature, ils aiment faire du sport, etc. Est-ce qu'un citadin qui aime faire de la course automobile va se retrouver dedans? Je ne sais pas. Enfin, voilà. Il y a un moment, il n'y aura peut-être pas de sens pour lui. Et pourtant, pour d'autres, ça va être l'exemple suprême. Donc, il y a à chacun de trouver son sens au fond de lui, en fait, et de se poser la question. Caroline, quelle vue, quel conseil, quel aperçu d'Asie, parce que on aborde une nouvelle année qui est l'année du buffle, et comme vous le savez, le buffle est synonyme en Asie d'une machine à labourer le champ, et vraiment le buffle passe son temps à travailler, mais pour peu de choses qui gagne en contrepartie. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, comme point de vue à partager, Caroline? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous parler du buffle et de l'année du buffle. Ce que je sais, c'est qu'en labourant, comme disait La Fontaine, on trouve souvent un trésor au fond du champ. À savoir que lorsqu'on a du potentiel, des zones de potentialité, et que l'on veut développer un talent ou à tout le moins des compétences, travailler est incontournable. Et ça se fait parfois dans la douleur, même si on aime ça. Je prends l'exemple d'un danseur ou d'une danseuse qui a mal quand il s'entraîne ou qu'elle s'entraîne, et pourtant au bout, c'est quelque chose qui est sa vie, qui le passionne. Donc l'entraînement, le travail nécessaire au développement d'un talent ou d'une compétence, ça ne se fait pas sans difficulté, mais quand on a la passion, le niveau d'engagement, l'environnement, ça aide énormément. Et je pense qu'effectivement, ça devient beaucoup plus facile quand on va vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous convient, vers ce qui nous motive. On est capable à ce moment-là et il faut dans la vie quotidienne et souvent de se dépasser. Et chacun d'entre nous peut développer ce type de talent. Peut-être pas toujours à un niveau extrêmement exceptionnel, mais chacun de nous est talentueux à sa façon.
Parfait. Il nous reste quelques minutes pour répondre à l'ensemble des questions. Je vais vous les poser en direct, comme ça, ce sera une réponse collégiale. Carole, dans la salle, nous fait la remarque que le bonheurisme en management peut donner l'illusion de la quête du bonheur. Mais la véritable quête est celle du sens. Le bonheur a à tout prix des salariés. Quid donc du sens que l'entreprise oublie parfois? Ça nous inspire beaucoup. Vas-y, Caroline. J'estime que le rôle d'un leader, d'un dirigeant, c'est de donner du sens. C'est bien pour ça que le dirigeant et le manager, la ligne managériale qui relaie les dirigeants et les leaders sont des porteurs de sens. C'était d'ailleurs le titre d'un livre de Vincent Lénart, fondateur du coaching en France, le fondateur du coaching en France, les managers porteurs, les managers porteurs de sens. C'est vraiment très très important de donner le sens et d'entretenir le dialogue, la communication pour que ce sens soit partagé, que la vision soit partagée, intégrée et que les gens comprennent vers quoi on va, vers quoi on les emmène et qu'ils puissent également participer à ce voyage. On retrouve un peu le rôle de dealer. Ouais, j'aborderai Oui, moi je rebondirais sur tout ce qu'on disait tout à l'heure avec le leadership et le dirigeant. Et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, pour moi, c'est lui qui va emmener, qui va transmettre la vision et qui va justement permettre que ça descende dans l'entreprise. Et c'est vraiment son rôle d'être là pour la transmettre au quotidien. Moi, je vais faire une ouverture philosophique sur le terme de bonheur, en fait. Il y a eu plusieurs courants complètement différents sur la définition du bonheur. Certains courants, c'est le bonheur est défini comme un état, en fait, qui serait plus ou moins une absence de malheur. C'est-à-dire juste un état de bien-être. Quand on n'a pas de gros soucis, on peut dire qu'on est dans un état de bonheur. OK. Donc, peut-être que dans certains boulots qui ne sont pas forcément épanouissants, il n'y a pas forcément de sens, mais finalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Certains peuvent trouver du bonheur. Je ne sais plus qui, un autre philosophe, disait que finalement, on passait, pour lui, le bonheur, c'était un état de. En fait, c'était une transition, il y avait un mouvement pour le coup. Et le bonheur était plutôt un but. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait la souffrance du manque, le fait qu'on n'avait pas encore atteint cet état-là, donc on était en souffrance. Mais le problème, c'est que quand on l'atteint, et ben, du coup, on s'ennuie parce que du coup, il n'y a plus cette quête du bonheur. Et en fait, on oscille sans arrêt entre on souffre parce qu'on ne l'a pas encore. Quand on l'atteint, on s'ennuie. On souffre, on s'ennuie, on souffre, on s'ennuie. Donc, c'est sûr que vu comme ça, la recherche du bonheur n'est pas forcément attirante. Et du coup, c'est vrai que le terme de sens, c'est aussi trouver un sens à la vie au sens large. Finalement, on se dit, mais et si la vie n'avait pas de sens? Moi, je pousse un cran plus loin exprès. Et si finalement, c'était l'être humain qui voulait mettre du sens pour que la vie soit plus supportable, pour y trouver vraiment quelque chose de positif. Et si on transpose ça dans l'entreprise, un salarié qui vient dans une entreprise pour trouver du sens dans l'entreprise, est-ce que ce ne serait pas une fuite finalement de sa propre responsabilité? C'est-à-dire, comme moi, je ne sais pas ce qui peut me rendre heureux, je n'ai pas envie, j'attends que l'entreprise me donne du sens, m'apporte du bonheur. Et je pense que le bonheur est quelque chose d'individuel. Parce qu'en plus, on ne va pas être sensible aux mêmes choses. Typiquement, quelqu'un qui veut être pris en charge parce que c'est bien pour lui, donc on lui dit exactement quoi faire, il va faire les choses, il sera heureux. Quelqu'un qui veut beaucoup d'autonomie sera malheureux, alors que c'est exactement la même action. Donc c'est plutôt à chacun d'exprimer, c'est là où on parlait de parler vrai tout à l'heure, d'exprimer ce qui le rendrait heureux en fait. D'exprimer, d'avoir aussi l'espace d'expression dans l'entreprise. Et du coup, chacun peut trouver son propre bonheur au sein de l'entreprise, mais de façon différente. Ouais, je suis un peu parti loin, mais voilà, tant pis. Donc, à chacun, Loïc nous dit clairement, à chacun son Graal. Donc, à vous de chercher votre Graal. Alors, Laura nous pose la question, quels indicateurs pouvons-nous mettre en place pour juger de la réussite d'un changement? Ça dépend du diagnostic. Je dirais de ce que l'on a diagnostiqué au départ pour dire qu'on souhaitait aller vers un changement. Et de ces indicateurs, de ce diagnostic, de ces constats vont dépendre les indicateurs. Et c'est une étape. Nous trouvons également l'étape du diagnostic. Elle est capitale.
j'ajouterais un qui est par rapport à l'humain, qui pour moi est important. C'est de regarder comment les gens se sentent après, en fait. Et il y a le côté, est-ce qu'on arrive toujours à attirer des talents? Est-ce qu'on les garde, nos talents? Et comment vivent toutes nos parties prenantes ce changement? Comment je suis dans mon environnement? Est-ce que je suis arrivée à un point où, à l'issue de ce changement, je suis bien, je suis au bon endroit? Et ça, pour moi, ça peut être un bon indicateur. Comment sont mes relations avec mes fournisseurs, avec mes clients, avec toutes les parties prenantes, avec les investisseurs. Alors, les investisseurs, c'est parfois un peu compliqué, hein, ça dépend de la politique de l'entreprise et comment elle se situe. Mais prenons en compte des talents. Si on les attire et si on les garde, ça peut déjà être un très bon indicateur. Moi, je distinguerais le changement subi du changement choisi. C'est-à-dire quand on subit un changement qu'on n'a pas spécialement décidé, les indicateurs seront sans doute différents. C'est-à-dire, en gros, ça va mesurer le niveau de comment est-ce qu'on l'a encaissé, puisqu'on parlait justement du côté du terme de résilience au sens mécanique. Et puis, quand c'est choisi, justement, si on choisit un changement, un déménagement, par exemple, puisqu'on l'a choisi, c'est peut-être qu'on veut y mettre quelque chose derrière, on veut atteindre un nouvel état. Et en fait, c'est plus par rapport à son objectif personnel qu'on va pouvoir le mesurer soi-même. Quand on définit un objectif en coaching, par exemple, je ne cherche pas forcément à mettre un indicateur chiffré parce que en fait, la personne, elle sait si ça va être bon pour elle ou pas. Quelqu'un qui va être plus serein, par exemple. Je pourrais dire, alors on va mesurer le nombre de fois que vous vous mettez en colère, machin. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui va être plus serein me dira en fait clairement, est-ce que oui, je me sens plus serein? Beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que ça n'a rien changé? Est-ce que c'est pire qu'avant? Et en fait, il le saura. Donc, pour moi, l'indicateur rassure. Ça permet de mettre en place des chiffres peut-être objectifs. Donc, on peut se mettre d'accord sur des indicateurs quand on veut un changement collectif. Et quand on veut un changement individuel, est-ce qu'il y a besoin? Je ne suis pas sûr. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous propose de nous retrouver après pour un apéritif. On va prolonger ça au coin d'un feu. Bon, avec Caroline, on fera à distance, Caroline, parce que on aura du mal à prendre le Singapore Airlines pour l'instant. Donc, on se retrouve là-bas une autre fois. Public, vous avez encore 2 sondages à noter sur le thème de cet échange et surtout sur les outils utilisés. Écoutez, un grand merci en tout cas. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous, Nadège, Caroline et Loïc. Merci beaucoup. C'est un sujet mais vraiment sans fond parce que c'est un sujet qui nous touche, je pense, les uns et les autres. Et ça dépasse largement le côté purement professionnel. C'est pour ça que la vision, on parlait tout à l'heure de la qualité du dirigeant. Pour moi, c'est clair. Un leadership sans vision, c'est comme, je sais pas, un bûcheron sans barbe ou sans hache, j'en sais rien, mais voilà. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait aussi une vision et la vision de notre service, c'est surtout de faire la promotion de la santé globale. Parce qu'à force de morceler l'homme avec un grand H, en organes ou en morceaux, et à continuer à traiter organe par organe, on n'y arriverait pas. Et on l'a bien vu avec cette pandémie, je pense qu'il faudrait revenir à l'essentiel, c'est traiter l'homme dans sa tête et dans son corps en entier. Et demain, un dernier mot, demain, le synonyme de demain pour vous en un seul mot, Nadège, Caroline et Loïc? Moi, c'est les voyages. Envie de revoyager. Non, Caroline, je crois que c'est un message pour vous. Et maintenant, oui. Et maintenant, demain. C'est déjà là. Et là, il y a un message, je ne vois pas. Mon dernier mot, c'est le plaisir. Vraiment de me faire plaisir dans tout ce que je fais, perso, professionnel, plaisir. Écoutez, un grand merci à vous tous. Merci au public. Votre dernier mot pour demain, parce qu'on participe. Demain, c'est projet. Demain, c'est égal à vie pour moi. Et je ne vais pas vous raconter ma vie, mais effectivement, comme je suis sur 2 cultures, j'ai de la chance, culture asiatique et culture européenne. Donc, voilà. Pour moi, demain, effectivement, c'est la vie. C'est projet, c'est vivre. Et je suis d'accord avec Caroline. C'est maintenant. C'est maintenant, demain.
Un grand merci à vous tous. Au plaisir de vous Merci. retrouver. Vous avez accès aussi au replay. N'hésitez pas. À bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir Caroline. Au revoir Nadège. Au revoir Loïc.